Ce cri n'avait rien d'humain. Il s'éleva au-dessus du vrombissement, rauque et déchirant, comme un écho venu d'un autre monde. Dans sa chambre, la petite Lily McAllister, 7 ans, sentit son sang se figer. Par la fenêtre entr'ouverte, elle aperçut Max, son berger allemand, se débattant frénétiquement sous un nuage noir et jaune en perpétuel mouvement. Des milliers d'abeilles s'étaient abattues sur lui, engloutissant peu à peu son pelage doré dans une masse tourbillonnante et vivante. Un autre cri fendit l'air brûlant de l'Arizona. « Max !» hurla-t-elle en plaquant ses petites mains contre la vitre. « Lily, reste à l'intérieur !» lança son grand-père depuis le porche. Le visage de Monroe, usé par le temps et la vie, affichait une panique qu'elle ne lui connaissait pas. Mais Lily n'écoutait déjà plus. Elle avait bondi hors de sa chambre, franchi la porte et courait à présent à travers la poussière, le cœur battant à tout rompre, les cris de son grand-père s'évanouissant derrière elle. La vieille remise, là où Max s'était écroulé, lui semblait à une éternité. Elle courait, pieds tenus, la gorge serrée, le regard fixé sur les yeux de son chien, grands ouverts, déformés par la douleur. Et dans ce regard, elle vit quelque chose qui balaya toute peur, un appel. Dans cette seconde, plus rien d'autre ne comptait. Lily fonça vers le chaos, bourdonnant. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Allez, on reprend l'histoire. Quelques jours plus tôt, Monroe McAllister tenait entre ses mains sa tasse de café, observant les champs assoiffés qui s'étendaient à perte de vue dans le comté de Dry Ridge. À 63 ans, cet ancien militaire avait troqué sa carrure imposante pour un dos douloureux et des gestes mesurés, mais ses yeux restaient vifs. Et lorsqu'il regardait Lily, sa petite fille, une étincelle y renaissait. Elle était assise sur les marches du porche, les cheveux blonds pris dans la lumière du matin, ses petits doigts s'enfonçant dans la fourrure de Max comme chaque jour. « T'es le meilleur chien d'Arizona, tu sais » chuchota-t-elle au berger allemand, dont les yeux intelligents ne la quittaient jamais. Max n'était pas un chien ordinaire. Offert à Lily par son père, juste avant son déploiement, il avait été policier K9, dressé avec une précision militaire. Mais le père de Lily n'était jamais revenu. Depuis, Max veillait sur elle comme sur un trésor. Monroe, lui, avait toujours eu une relation distante avec le chien. Il lui rappelait trop son fils. Trop de souvenirs, trop de promesses brisées. Pourtant, lorsqu'il manquait de croquettes, c'était lui qui remplissait discrètement la gamelle. La maison des McAllister, perchée au bout d'un chemin de terre, vivait loin de tout. Le voisin le plus proche, Eleanor Briggs, habitait à plus d'un demi-kilomètre. Eleanor tenait un petit rucher, célèbre dans la région pour son miel et ses remèdes traditionnels. Certains la considéraient comme une sorte de sorcière bienveillante, d'autres comme une encyclopédie vivante de la nature. Monroe, lui faisait confiance depuis des années. Ce matin-là, comme toujours, il appela depuis la cuisine. « Le bus arrive dans 25 minutes, Lily Girl ». La petite fille leva les yeux vers lui, son visage sérieux malgré son jeune âge. « On est prêt, papy ». Elle avait ce ton trop mûr pour ses 7 ans. Le deuil avait volé à cet enfant une part de son innocence. Pendant qu'elle se brossait les dents, Monroe préparait son déjeuner, sandwich au beurre de cacahuètes et confiture de fraises, tranches de pommes dans un sac plastique et une petite brique de jus. Max, lui, attendait patiemment près de la porte. C'était leur routine, réglée comme une horloge. Au moment de partir, Monroe déposa une casquette sur la tête de Lily. « N'oublie pas ton exposé sur les abeilles pour vendredi. Eleanor a dit qu'elle répondrait à tes questions après l'école. » La petite fille les tapota son sac à dos. « Tout est noté, papy. Je suis prête. » Il avait parfois du mal à croire qu'elle n'avait que 7 ans. À 7h30 pile, le vieux bus scolaire fit son apparition dans un nuage de poussière. Max, comme chaque matin, escorta Lily jusqu'au bord de l'allée. Il s'assit, la regarda monter, puis ne quitta le chemin des yeux que lorsque le bus disparut au tournant. Alors, seulement, il revint vers Monroe, tel un soldat passant la garde. « Elle reviendra vite » grogna le vieil homme, la main hésitant à se poser sur la tête du chien sans jamais aller jusqu'au bout. La matinée passa sans incident. Monroe vérifia les conduites d'irrigation, répara un coin de clôture et calcula, pour la énième fois, combien de temps il tiendrait encore financièrement. La pension militaire et l'indemnité versée après la mort de son fils ne suffisaient plus. Le rêve de transmettre cette ferme à Lily semblait de plus en plus incertain. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Vers midi, Monroe remarqua le comportement étrange de Max. Au lieu de patrouiller tranquillement, il restait près de la vieille remise en bois, la même que Ryan, le père de Lily, utilisait jadis comme atelier.
Ses oreilles pointées, son corps tendu, il grattait le sol par intermittence. Monroe l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, une inquiétude sourde commençant à l'envahir. Puis, sans prévenir, Max se jeta vers l'arrière du bâtiment et disparut. Ce qui suivit fut un hurlement, un son que Monroe n'avait jamais entendu, ni chez un animal, ni chez un humain. Il courut, contourna la remise et s'arrêta net. Le chien était recouvert. Une nuée d'abeilles tourbillonnait autour de lui, rampant sur son pelage, s'infiltrant dans ses oreilles, sa gueule. Max roulait au sol, hurlant, tentant désespérément de s'en débarrasser. Monroe fit un pas vers lui, mais la taille du nuage d'insectes le figea. Approcher sans protection, c'était se condamner. Il pensa immédiatement à Eleanor. Elle saurait quoi faire. Il se retourna pour courir vers la maison, mais aperçut alors une silhouette derrière la vitre de l'étage. Lily! Elle était là. Elle voyait tout. Avant qu'il ait pu réagir, elle avait déjà disparu. « Lily, reste dedans !» hurla-t-il, changeant de direction pour tenter de l'intercepter. Trop tard. La porte claqua, la fillette jaillit sur le porche, le visage figé dans une expression de pure détermination. « Lily, non !» cria Monroe, la panique dans la voix. Elle avait une allergie sévère aux piqûres d'abeilles. Une piqûre pouvait suffire. Une seule. Et là, il y en avait des milliers. Elle courait pourtant, sac sur l'épaule, le regard fixé sur Max. « Il a besoin de moi, papy. Max a besoin de moi. » Les cris de Max se faisaient plus faibles, plus rauques. Il ne se débattait presque plus. Monroe savait ce que cela signifiait. Le poison envahissait son organisme, ses forces l'abandonnaient. Le vieil homme regarda sa petite fille courir vers la remise, consciente du danger, mais animée par une force que même lui, ancien militaire, ne comprenait pas. Lily ne ralentit pas. Elle atteignit le tuyau d'arrosage en quelques secondes, ouvrit le robinet à fond et dirigea le jet sur le corps du chien. L'eau jaillit en arc, trempant Max et dispersant partiellement les abeilles. Monroe arrive derrière elle, haletant. « Recule, Lily !» hurla-t-il en tentant de lui arracher le tuyau, mais elle tint bon. « Non, papy, l'eau les fait partir. » Elle savait ce qu'elle faisait. D'un ton ferme, elle lança « Il faut du savon, ça les empêche de voler. » Monroe, déconcerté, recula d'un pas. Comment savait-elle cela? Puis il vit une abeille se poser sur le bras de Lily, puis une autre sur son cou. Non, son cœur se serra. Il la souleva sans ménagement et la ramena vers la maison. « Va chercher le liquide vaisselle et mes gants de travail. Vite !» Lily hocha la tête et s'élança. Monroe retourna vers Max. Le chien gémissait faiblement, couché sur le flanc. Son corps tremblait, ses yeux presque clos. Des centaines d'abeilles recouvraient encore son pelage. Certaines mortes, d'autres toujours en train de piquer. Monroe sentit un mélange de rage et d'impuissance. Il avait affronté des ennemis armés, traversé des zones de guerre, mais rien ne l'avait préparé à ça. « Tiens bon, mon grand !» murmura-t-il. Lily revint en courant, une bouteille de savon bleu dans une main, les gants en cuir dans l'autre. Monroe les enfila, versa du savon directement dans le jet du tuyau et reprit la pulvérisation. L'eau devint mousseuse, glissant sur le pelage de Max. Les abeilles tombaient par dizaines, incapables de voler, leurs ailes enrobées de mousse. Lily observait à quelques mètres, les yeux écarquillés, contenant ses larmes. « Continue, papy, tu fais comme il faut. » Monroe hochait la tête, concentré, méthodique. Chaque mouvement était précis. Il avançait centimètre par centimètre, trempant le chien, frottant là où la mousse n'arrivait pas. Puis, lorsqu'il estima qu'il avait éliminé l'essentiel du danger, il retira sa chemise trempée, l'enroula autour du torse de Max et le souleva dans ses bras. Le chien pesait près de 40 kilos, mais Monroe n'hésita pas. Il titubait presque sous le poids, mais serrait les dents. « Prends les clés du pick-up et la trousse rouge sous l'évier !» cria-t-il à Lily. Elle obéit immédiatement. Il déposa Max à l'arrière du camion. Lily grimpa avec lui malgré les protestations de son grand-père. « Je dois enlever les dards, chaque seconde compte. » Monroe savait qu'elle avait raison. Il monta à son tour, fit rugir le moteur et fonça sur le chemin de terre. Dans le rétroviseur, il voyait Lily penchée sur Max, ses petits doigts extrayant un à un les dards plantés dans la peau gonflée de l'animal. Une image surgit alors dans l'esprit de Monroe. Lily, 4 ans, piquée par une abeille lors d'un pique-nique. Son visage s'était gonflé en quelques minutes. Des plaques rouges couvraient tout son corps. Elle ne respirait plus. Ryan l'avait portée en courant jusqu'à la maison. Ils avaient failli la perdre ce jour-là. Et maintenant, elle se trouvait au milieu d'un nuage de poison pour sauver ce chien. « Lily !» cria-t-il au-dessus du vent. « Regarde si tu as été piquée !» Elle leva les yeux, essuya son front.
Je vais bien, papy, je te le promets. Il accéléra encore, les pneus dérapaient sur le chemin. Ils devaient arriver à la clinique vétérinaire dans les 10 prochaines minutes. C'était leur seule chance. C'est alors que Lily hurla « Papy !» Max respire mal. Monroe pila sur le bas-côté, sauta hors du véhicule et courut vers l'arrière. Max était allongé, presque immobile. Ses flancs se soulevaient à peine, sa gorge semblait gonfler, son souffle saccadé. « Sa gorge se ferme, comme toi ce jour-là », murmura Monroe, pensant tout haut. Il ouvrit la trousse de secours, en sortit l'épipène de Lily, celui qui lui avait sauvé la vie autrefois, et hésita. C'était une dose humaine. Était-ce risqué pour un chien? Oui, mais ne rien faire, c'était le condamner. Ça pourrait lui faire du mal, dit-il en fixant Lily. Mais ne rien faire, c'est pire. La petite hocha la tête, les yeux pleins de confiance. Fais-le. Monroe retira le capuchon de sécurité et enfonça l'aiguille dans la cuisse musclée de Max. Pendant une seconde, rien, puis un spasme. Un souffle rauque. Le chien remua faiblement. « Remonte !» lança Monroe à Lily. Il redémarra en trombe, le cœur au bord de l'explosion. « Il m'a déjà sauvé, tu sais ?» dit Lily, le vent dans les cheveux. Monroe fronça les sourcils. « Quand ça ? L'été dernier, près du ruisseau, j'ai glissé, le courant m'a emporté. Max a sauté. Il m'a attrapé par la manche et m'a ramené sur la berge. Papa disait qu'il n'avait jamais vu ça. » Monroe sentit un poids lui tomber sur la poitrine. Il avait toujours vu Max comme une relique douloureuse, un rappel de ce qu'il avait perdu. Mais il n'avait jamais compris que ce chien avait déjà protégé ce qu'il avait de plus précieux. La clinique apparut enfin. Il klaxonna à répétition en entrant sur le parking. Dr Hannah Cooper sortit précipitamment. Elle comprit tout de suite. « Attaque d'abeilles » lança Monroe en soulevant le chien haletant. « Il a reçu une injection d'adrénaline il y a 3 minutes. » Cooper guida Max vers une salle d'examen. « Prends la salin » cria-t-elle à son assistante. « Prépare une perfusion et appelle le centre d'urgence. On risque d'avoir un cas pédiatrique dans quelques minutes. » Monroe s'arrêta net. « Un cas pédiatrique ?» Dr Cooper le regarda droit dans les yeux. « Regardez votre petite fille. » Lily se tenait près du camion, chancelante. Son visage commençait à enfler. Des plaques rouges parsemaient son cou. Elle leva une main tremblante vers sa gorge. « Désolé, papy. Je voulais pas t'inquiéter. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. » Et elle s'effondra. Les portes battantes de la clinique claquèrent alors que Monroe se précipitait derrière les brancardiers. Lily était allongée, inconsciente, le visage en feu, les lèvres déjà gonflées. Un masque à oxygène fut posé sur son nez et sa bouche. La Dr Cooper, concentrée et rapide, glissa un regard vers son patient humain. Sa trachée est en train de se refermer. On administre une seconde dose d'adrénaline maintenant, mais elle aura besoin d'un transfert d'urgence. Le vieil homme serra les poings, impuissant. « L'hélico est dispo ?» demanda-t-il, plein d'espoir. La vétérinaire secoua la tête. « Déjà mobilisé pour un accident sur l'autoroute. On y va par la route, mais on reste en danger. » Les ambulanciers arrivèrent en trombe. Monroe grimpa avec elle dans l'ambulance, ignorant les protestations. « Monsieur, on a besoin de place pour travailler. »« Il reste !» trancha le médecin urgentiste d'un ton ferme. « Il est tout ce qu'elle a. 40 minutes de route. Une éternité pour un homme qui avait traversé la guerre. » Il resta à son chevet, tenant sa main gonflée, traçant des cercles sur sa paume, comme il le faisait quand elle était bébé et avait peur de l'orage. Il parlait doucement, récitant des souvenirs à voix basse. « Tu te souviens, Lily, du double arc-en-ciel qu'on a vu le printemps dernier? Tu disais que c'était papa qui nous faisait signe depuis le ciel. Et ce jour-là, où tu as appris à Max à porter ton sac jusqu'au bus, il était si fier. Parlait-elle encore? L'entendait-elle seulement? Il ne savait pas. Mais parler l'aidait à rester debout, à ne pas sombrer dans la panique. À leur arrivée à l'hôpital de Mesa Ridge, l'équipe pédiatrique les attendait. Lily fut emportée à l'intérieur, branchée à des moniteurs, des perfusions, entourée d'écrans qui bipaient, mesuraient, traçaient ses chances de survie. Monroe, lui, resta seul dans une salle d'attente glaciale, une pile de papiers administratifs à remplir et le poids du silence sur les épaules. Quand son téléphone vibra, il vit s'afficher le nom de la Dr Cooper. Il décrocha aussitôt. « Lily est en soins intensifs. Et Max ?» demanda-t-il d'un ton tendu. « Toujours critique, mais il se bat. Je lui ai retiré plus de 300 dards, mais il y en a sûrement encore. Les 24 prochaines heures seront décisives. »« Qu'est-ce qui a déclenché ça ?» demanda Monroe. Ces abeilles n'avaient rien d'un comportement normal. Un silence, puis Eleanor Briggs est passée. Elle veut examiner la ruche. Elle pense qu'il y a eu une provocation grave. Monroe hocha la tête, même si elle ne le voyait pas. « Dites-lui de faire attention.
Si quelque chose a provoqué ça, ça peut toujours traîner dans les parages. Il raccrocha et baissa les yeux sur l'écran de son téléphone. C'était la vieille photo de Ryan en uniforme, posant avec Max, les deux souriants sous le soleil brûlant. Il n'avait pas osé la regarder depuis des mois. Le chien avait la même posture que son fils, la même intensité dans les yeux. C'était peut-être ça qui lui faisait mal à chaque regard. Mais maintenant, il voyait autre chose. Un lien, une continuité. Une main se posa doucement sur son épaule. Une femme en blouse bleue, une des médecins. « Monsieur McAllister, je suis la docteure Peña, immunologue pédiatrique. Votre petite fille a stabilisé, mais toujours en état critique. Nous avons dû la plonger dans un coma artificiel. C'était la seule façon de préserver ses voies respiratoires. » Monroe resta silencieux. « Quand se réveillera-t-elle » demanda-t-il finalement. « Cela dépendra de sa réponse au traitement. Peut-être demain, peut-être plus. » Il la suivit jusqu'à la chambre. Lily était allongée, le visage masqué d'un appareil à oxygène, la peau recouverte de plaques rouges, les bras pleins de cathéters. À ses côtés, un médecin surveillait ses constantes. Monroe s'approcha et lui prit la main toujours tachée du sang séché de Max. Même en crise, elle avait pensé à lui en premier, comme son père l'aurait fait. Il s'agenouilla et murmura « Je suis là, ma Lily, tu vas t'en sortir. » Les paupières de la fillette s'ouvrirent légèrement. Ses yeux, si semblables à ceux de Ryan, le fixèrent à travers l'enflure. « Max » souffla-t-elle dans le masque, un mot, un nom, difficile à prononcer. « Il tient bon » répondit Monroe, la gorge serrée. « La docteure Cooper s'occupe bien de lui. » La main de Lily se serra sur la sienne. Elle voulait lui confier quelque chose, il comprit. Elle lui remettait la garde de Max. « Je m'occuperai de lui, ma chérie. Toi, concentre-toi pour guérir. » L'ambulance de retour emporta Monroe dans un silence pesant. Le trajet vers la clinique vétérinaire semblait plus long encore que celui vers l'hôpital. À son arrivée, Max était toujours en soins intensifs. Il avait été placé sous perfusion, sous oxygène. Sa température était encore instable. Monroe s'agenouilla près de la cage et pour la première fois, posa la main sur sa nuque sans hésitation. « Elle s'accroche, mon vieux. Tu dois faire pareil. » La docteure Cooper le trouva là 1 heure plus tard, encore en train de parler au chien. Du temps, de la pluie attendue, d'un souvenir de Ryan à 7 ans. Il n'a rien mangé depuis hier. Mais je parie qu'il goûtera si c'est vous qui lui tendez. Monroe se tourna vers elle, surpris. Il m'aime pas, ce chien. Elle sourit. Vous êtes peut-être en train de revoir vos jugements tous les deux. Elle lui tendit un petit bol de pâté molle. Max accepta quelques bouchées, lentement, sous la main de Monroe. Une victoire minuscule, mais vitale. La nouvelle du drame se répandit comme une traînée de poudre dans la vallée de Dry Ridge. Le 4e jour, des voisins vinrent avec des plats chauds, d'autres proposèrent de gérer les tâches de la ferme. L'école de Lily envoya une carte géante signée par tous les élèves. Une veillée fut même organisée à l'église locale. La solidarité d'un village face à la tempête. Et un soir, Eleanor Briggs fit irruption dans la clinique, le regard grave, des photos en main. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir », déclara-t-elle à Monroe. Ils s'installèrent dans le petit bureau de la vétérinaire. Eleanor étala les images. Des gros plans du sol près de la remise, un essaim détruit, une tache sombre dans la terre. Au début, je croyais à un accident. Mais ça, c'est pas accidentel. Elle pointa une trace de liquide autour de la ruche. Quelqu'un a versé quelque chose, un pesticide. Interdit. Monroe resta figé. Qui ferait ça? Et pourquoi ici? Eleanor croisa les bras. Tes terres touchent celles de Suncorp Agrotech. Ils veulent te racheter tous les petits fermiers depuis 2 ans. Tu es le dernier à refuser. Ils ont besoin de ton terrain pour l'accès à l'eau. Monroe se sentit glacée. Tu penses qu'ils ont voulu me faire peur? Je pense, dit-elle lentement, que quelqu'un savait très bien que ta petite fille est allergique, et il s'en fiche. Monroe ne répondit pas tout de suite. Il fixait la table comme s'il y lisait le passé, l'avenir, et tout ce qui aurait dû être différent. Il avait vu beaucoup d'horreurs dans sa vie. Mais imaginer que quelqu'un ait pu intentionnellement mettre en danger Lily, une enfant de 7 ans, uniquement pour forcer une vente. Cela dépassait l'entendement. Avant qu'il ait pu dire un mot, son téléphone vibra. L'hôpital. Il décrocha aussitôt. On commence à diminuer la sédation. Elle devrait se réveiller d'ici demain matin si tout se passe bien, annonça la docteure Peña. Merci. Merci, docteur, répondit-il, les épaules s'affaissant légèrement sous le poids de cette espérance. Il se tourna vers Eleanor qui refermait doucement son dossier. « Rentre chez toi, Monroe. Sois là quand elle ouvrira les yeux. Moi, je reste ici avec Max. » Il hésita. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça, résolue.
Ce chien m'a sauvé les fesses une fois quand il était encore avec Ryan. C'est à mon tour de veiller sur lui. » À l'hôpital, Monroe passa une nuit blanche assis à côté du lit de sa petite fille. Les moniteurs bipaient doucement. La chambre était sombre, hormis la lumière orangée de l'aube qui filtrait à travers les stores. Quand il rouvrit les yeux après un bref assoupissement, 2 autres le fixaient, bleus, reconnaissables entre mille. « Papy » souffla Lily, la voix enrouée. Il se pencha vers elle et prit sa main. « Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux, luttant contre la fatigue. « Max, il va bien ?» Monroe sourit faiblement, les larmes lui montant aux yeux. « Il se bat tout comme toi. » Il sentait quelque chose de bizarre près de la remise, murmura Lily. Il voulait pas que j'approche, il le savait. Monroe fronça les sourcils. Ce n'était pas un hasard. Max avait perçu un danger, alerté par son entraînement de K9. Et personne ne l'avait écouté, pas même lui. Il embrassa le front de Lily. « Repose-toi, on en reparlera plus tard. » Dès qu'elle s'endormit, il appela la clinique. Dr Cooper répondit d'une voix alerte. « Max a mangé ce matin. Et il a essayé de se lever, c'est spectaculaire. Il était entraîné pour détecter des produits chimiques, n'est-ce pas ?» demanda Monroe. Silence. « Oui, Ryan l'avait mentionné. Pourquoi ?» Il lui raconta ce que Lily venait de dire. Il savait qu'il y avait quelque chose de dangereux. Il essayait de nous alerter, et personne n'a compris. Le jour suivant, la chambre d'hôpital de Lily s'était transformée. Des ballons, des cartes, des dessins d'enfants tapissaient les murs. La télévision passait un reportage local sur le miracle de Dry Ridge, racontant l'histoire du chien Max et de la fillette héroïque. Lily le regardait avec émerveillement. « Il est devenu célèbre, papy !» s'exclama-t-elle. Monroe souriait, mais l'inquiétude ne l'avait pas quitté. Cette médiatisation, bien qu'encourageante, risquait aussi d'attirer des regards indésirables. Puis le journaliste annonça une nouvelle inattendue. Une enquête a été ouverte par l'Agence agricole d'État suite à des soupçons d'usage illégal de pesticides sur des terrains adjacents à ceux de plusieurs fermes indépendantes, dont celle de la famille McAllister. Monroe et Lily échangèrent un regard. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait pris leur histoire au sérieux. Le lendemain matin, Monroe aida Lily à quitter l'hôpital. Elle tenait à voir Max avant de rentrer. « Je veux lui montrer que je vais bien, moi aussi », déclara-t-elle avec sérieux. À la clinique, le hall était rempli, mais il n'y avait aucun animal. Des voisins, des amis, des inconnus venus simplement applaudir, saluer le retour de la fillette. Monroe fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il à la réceptionniste. Le bouche à oreille. Tout le monde voulait accueillir Lily et remercier Max. Dr Cooper sortit alors d'une salle. « Voilà notre héroïne. Il y a quelqu'un qui meurt d'envie de te voir. » Elle mena la petite fille jusqu'au fond du couloir. Max occupait la plus grande cage, son corps encore marqué par la bataille. Son visage était enflé, certains endroits tondus pour permettre les soins. Mais à la vue de Lily, il redressa la tête, sa queue battant faiblement. Il gémit, un petit son plaintif mais joyeux. Lily s'approcha, tendit la main à travers les barreaux, il la lécha doucement, ses yeux fixés dans les siens. Un échange silencieux, puissant. « Je savais que tu t'en sortirais », murmura-t-elle. « T'es le plus courageux, le plus malin. » Monroe, en retrait, sentit sa gorge se nouer. Il comprenait maintenant, Max n'était pas un simple chien. Il était le lien vivant entre Lily et Ryan. Une promesse incarnée. « Quand pourra-t-il rentrer ?» demanda Lily. « Demain s'il continue comme ça ? Il devra encore suivre un traitement, mais le plus dur est passé, » répondit Dr Cooper. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Eleanor les rattrapa. « Monroe, les inspecteurs sont là. Ils veulent avoir ton terrain. Et tout particulièrement, la remise. » Monroe regarda sa petite fille qui hochait la tête. « On doit le faire. Pour que les méchants ne recommencent pas. » Il acquiesça. « C'est notre maison, et personne ne nous la prendra. » La voiture de Monroe roula lentement jusqu'à la ferme, suivie par 2 véhicules d'inspection aux plaques d'État. Des hommes et des femmes en uniforme beige descendirent, munis de mallettes, de caméras et d'analyseurs de sol. Eleanor les accompagna jusqu'à la remise, décrivant avec précision où elle avait trouvé les traces suspectes, les comportements anormaux des abeilles et les photos déjà prises. Monroe gardait un œil sur Lily, installée sur les marches du porche, son regard fixé sur le vieux bâtiment où Max avait failli mourir. Quelque chose avait changé en elle, une forme de silence attentif, de maturité inattendue. Les inspecteurs prélevèrent des échantillons du sol, de l'eau, de la ruche effondrée. L'un d'eux fit signe à Monroe.
On a trouvé des résidus d'un composé interdit, le X147, un néonicotinoïde banni depuis des années, très toxique pour les abeilles et pour tout le reste. Monroe acquiesça, mâchoire serrée. Vous pensez que quelqu'un l'a délibérément déversé ici? L'homme hocha la tête lentement. La concentration est bien trop élevée pour être accidentelle. Et si ça s'est infiltré dans votre puits ou votre nappe phréatique, vous et votre petite fille auriez pu être gravement intoxiqués. La nouvelle fit l'effet d'une bombe silencieuse. Monroe n'avait même pas envisagé cette possibilité. Que le danger ne soit pas venu des abeilles, mais du sol lui-même. Max avait senti le danger. Il avait essayé de l'avertir, et personne n'avait compris, jusqu'à ce que ce soit presque trop tard. 2 jours plus tard, Lily rentrait à la maison. Monroe l'installa dans sa chambre, avec de nouveaux rideaux plus épais pour la protéger du soleil brûlant. Les médecins avaient insisté, elle devait se reposer, éviter les efforts, protéger sa peau. Elle n'aimait pas rester immobile, mais elle ne protesta pas. Elle gardait avec elle la peluche de Max posée près de l'oreiller et un petit carnet dans lequel elle notait chaque détail de sa journée. C'est pour que Max sache tout ce qu'il a manqué. Ce matin-là, Monroe ouvrit la porte de la vieille chambre de Ryan. Elle avait servi de débarras depuis des années. Lentement, avec une détermination nouvelle, il commença à ranger, à trier. Les trophées d'athlétisme, les photos en uniforme, les lettres, les outils. Il n'avait pas osé affronter ses souvenirs depuis l'enterrement. Mais aujourd'hui, il voulait que cette pièce revive. À midi, elle était transformée. Lit propre, dans un coin, gamelle d'eau et de croquettes, quelques jouets de Max dans un panier. Quand Lily entra, elle sourit en silence, puis glissa sa main dans celle de son grand-père. Max va aimer ça, et papa aussi. La docteure Cooper arriva un peu plus tard dans son pick-up, Max à ses côtés. Le chien, encore fatigué, avançait avec lenteur. Certaines zones de sa fourrure étaient encore tondues, d'autres couverts de crème cicatrisante. Mais à la vue de Lily, il redressa les oreilles, redonna quelques coups de queue et s'approcha. Lily se jeta dans ses pattes, douce et vigilante. Il se pressa contre elle comme s'il vérifiait que tout était bien réel. Le vieil homme détourna les yeux, les bras croisés. Il dormira dans la chambre de Ryan désormais. La vétérinaire donna les instructions, 2 prises de médicaments par jour, beaucoup d'eau fraîche, attention aux signes de rechute. Il est encore fragile, mais son courage dépasse toutes les statistiques. Elle regarda Lily, agenouillée près du chien. « Et toi, comment tu te sens ?» Mieux maintenant qu'il est rentré. Les jours suivants, un équilibre nouveau s'installa. Max suivait Lily comme son ombre dormant à ses pieds, la suivant du regard à chaque mouvement. Il se réveillait parfois en sursaut, grognait à l'approche du hangar, mais Lily restait près de lui, le rassurant d'une voix calme. « C'est fini, Max. On était là. » Le 3e jour, alors que Monroe taillait les arbres fruitiers, une voiture de patrouille s'arrêta dans l'allée. Le shérif Dewey, un vieil ami de la famille, descendit en tapotant la poussière de son chapeau. Il avait l'air plus sérieux que d'habitude. « On a du nouveau, Monroe. » Ils s'assirent sur le porche, hors de portée des oreilles de Lily. Les enquêteurs ont trouvé la même substance chimique dans les entrepôts de Suncorp. Les fûts sont identiques à ceux qui ont été déversés ici. On a saisi des documents, des mails, et il y a un nom qui revient, Jared Crane. Monroe fronça les sourcils. Le directeur des acquisitions régionales. Dewey hocha la tête, et son assistant a craqué. Il dit que Crane a ordonné d'intimider les derniers récalcitrants. Il se gratta la tempe. Il nie tout, bien sûr. Mais son avocat dit que tu as des dettes, que ta ferme est en difficulté, et que tout ça pourrait être une mise en scène pour soutirer de l'argent. Monroe se leva brusquement, le visage durci. « Ma petite fille a failli mourir, et ce chien aussi, tu crois que je serais capable de faire ça pour de l'argent ?» Dewey leva les mains. Personne ici ne croit à ces idioties. Mais Suncorp joue la carte de la guerre d'image. Ils ont des avocats, des communicants, ils fouillent dans tes comptes, tes antécédents militaires, tout ce qu'ils peuvent retourner contre toi. Alors on les affronte, avec des faits, répondit Monroe. Il entra, vérifia que Lily dormait bien, Max à ses pieds. Puis il sortit son vieux carnet militaire. Il n'avait rien à cacher. Mais il ignorait encore que le combat ne faisait que commencer. Monroe s'assit ce soir-là à la table de la cuisine, le téléphone à la main, des documents étalés devant lui, état de service, relevé bancaire, contrat de propriété, acte de refus d'offre de rachat. Il savait que chaque ligne serait examinée, interprétée, déformée. Mais il n'avait rien à cacher. Il ne s'était pas battu toute sa vie pour se taire maintenant. Un son l'interrompit. La télévision, restée allumée dans le salon, diffusait un reportage spécial.
Un homme en costume, badge de Suncorp, accroché à la veste, répondait aux journalistes d'un ton lisse, parfaitement calibré. Suncorp nie catégoriquement toute implication dans les incidents récents. Nous avons des raisons de croire que l'origine des produits chimiques pourrait provenir de la propriété McAllister elle-même, peut-être une erreur de manipulation. Monsieur McAllister est un ancien militaire, vétéran d'opérations sensibles. Il souffrirait, selon certaines sources, de troubles post-traumatiques. Monroe resta figé. Ils osaient. Ils allaient jusqu'à insinuer qu'il avait mis sa petite fille en danger lui-même. Et ils inventaient même son passé. Il avait servi dans le Golfe, pas au Vietnam. Il n'avait jamais été diagnostiqué. La colère monta, froide, implacable. Derrière lui, une voix douce brisa le silence. « Papy, ils disent des choses méchantes sur toi ?» Lily, debout dans l'encadrement de la porte, serrait la peluche de Max contre elle. « Ce sont des bêtises, ma chérie. Des gens qui ont peur de perdre leur pouvoir. » Elle s'approcha sérieuse, bien au-delà de son âge. « C'est à cause de Max ? Parce qu'il a trouvé ce que les autres voulaient cacher ?» Monroe posa sa main sur son épaule. « C'est exactement ça. Et parce qu'il a essayé de nous prévenir. » Max s'approcha à son tour, la queue basse, mais les yeux vifs. Il posa sa tête contre la jambe de Monroe dans un geste qu'il n'avait jamais fait avant. Un lien s'était tissé, un vrai, inattendu. Le lendemain matin, alors que Monroe versait le café, son téléphone sonna. « Dr Cooper, Max doit revenir à la clinique. Ses derniers résultats montrent une dégradation de ses fonctions rénales. On doit l'hospitaliser 48 heures. » Le cœur de Monroe se serra. « Est-ce qu'il peut s'en sortir ?» Un silence. « C'est possible, mais on est sur une pente raide. » Il alla prévenir Lily avec prudence. Elle lisait un livre à Max, assise dans la chambre de Ryan. Lorsqu'elle entendit la nouvelle, elle ne dit rien pendant de longues secondes, puis sans un mot, elle s'agenouilla près de son chien. « Il va y arriver, papy. Il est fort. Mais je vais lui prêter un peu de mon courage. » Ils l'aidèrent à monter dans le camion. Lily insista pour l'accompagner. « Il faut qu'il sache qu'on reste ensemble. » À la clinique, Cooper le plaça sous perfusion, lui administra des médicaments pour soulager la douleur et tenter de stimuler les reins. Elle s'approcha ensuite de Monroe. « Si ça continue à empirer, il faudra envisager une dialyse. Ou autre chose. »« Autre chose ?» demanda Monroe d'une voix blanche. Elle n'osa pas prononcer le mot. « Euthanasie. » Ce soir-là, alors que Lily dormait, un appel du shérif Dewey bouscula une fois de plus leur fragile routine. Les analyses du laboratoire sont revenues. Le pesticide qu'on a retrouvé ici, on en a aussi trouvé sur les vêtements de Jared Crane, surtout sur ses bottes. C'est la même substance que celle qu'on a retrouvée près de la remise. Monroe serra le téléphone contre son oreille. « Donc, vous pouvez l'inculper ? On y travaille. Mais ses avocats parlent de contamination croisée. Ils disent qu'il visite régulièrement des sites agricoles. Mais l'information la plus troublante arriva ensuite. On vient de découvrir que 3 autres fermes indépendantes de la région ont connu des incidents similaires. Des attaques d'insectes, des anomalies de sol. Chaque fois, les propriétaires avaient refusé les offres de rachat de Suncorp. Un schéma, une stratégie, un système. Quand Monroe raconta cela à Eleanor, elle fut silencieuse un moment. Puis elle sortit de son sac une fiole, minuscule, contenant un liquide doré. « C'est du venin d'abeille purifié. Je l'utilise pour mes douleurs articulaires. Ça s'appelle de l'apithérapie. » Il la regarda, intrigué. « Tu penses que ça peut aider, Max ?» Elle haussa les épaules. « J'ai lu des études. Le venin contient une molécule appelée mélitine. Très toxique à haute dose, mais parfois utilisée pour contrecarrer des effets de pesticides. » Dr Cooper resta sceptique. « C'est risqué. Je peux perdre ma licence. » Monroe posa sa main sur son épaule. « C'est mon choix. Si ça échoue, je le porterai. » Lily, elle, n'avait aucun doute. « Max nous a sauvés. Maintenant, c'est à nous de le sauver. » La nuit était tombée depuis longtemps lorsque la clinique sombra dans un silence total. Seul le souffle du chien, ralenti, faisait écho dans la pièce. Monroe et Lily posèrent chacun une main sur sa tête. Dr Cooper injecta la solution diluée dans sa perfusion. Un battement, 2, 3, rien. Puis, le souffle de Max se fit plus régulier. Sa température baissa, les moniteurs s'affolèrent, dans le bon sens. Lily éclata en sanglots, cette fois de soulagement. « Il revient, papy, il revient ?» Les heures suivantes furent celles de l'espoir suspendu. Max respirait mieux, son cœur battait plus fort. Les constantes se stabilisaient, mais Dr Cooper restait prudente. « Il est encore en zone rouge, Monroe. Ce n'est pas une guérison, c'est un sursis. » Monroe acquiesça. Il savait ce que cela signifiait, mais c'était assez pour le moment.
Assez pour tenir, assez pour continuer à se battre. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à peine sur la vallée de Dry Ridge, Max ouvrit les yeux. Vraiment, entièrement. Il leva la tête, reconnut Monroe et Lily, puis posa sa patte sur le bras de la fillette. Un geste simple, mais bouleversant. Lily rit, les larmes aux yeux. « Il me serre la main, papy. Il veut dire bonjour. » Dehors, le vent soufflait doucement sur les champs. Les inspecteurs de l'agence agricole étaient de retour à la ferme avec une équipe de l'EPA. Ils avaient creusé à plus d'1 mètre de profondeur derrière la remise, mis au jour un petit tuyau de plastique noir dissimulé sous la terre. Il menait à un vieux fût métallique enterré dans la roche. À l'intérieur, le même produit toxique. Monroe observait en silence, la mâchoire contractée. « Ils ont enterré ça ici ?» L'un des agents hocha la tête. « Et c'est instable. Cela aurait pu empoisonner votre puits, votre bétail, vous-même. » Monroe se tourna vers l'horizon, vers les bâtiments de Suncorp qui se dessinaient à l'est. Il savait exactement ce qu'il faisait. Cette fois, les preuves étaient irréfutables. Jared Crane fut arrêté le jour même pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, pollution de terrain et tentative de coercition sur une propriété privée. Les chaînes locales se pressèrent devant la ferme McAllister. On voulait filmer l'endroit où un chien avait défié une attaque d'abeilles pour sauver une fillette, où un grand-père avait refusé de vendre, où une vérité empoisonnée avait été révélée au grand jour. Mais Monroe refusa toute interview. Ce n'est pas une histoire à vendre, c'est une histoire à réparer. Cependant, tout bascula 2 jours plus tard, lorsqu'une lettre parvint par courrier recommandé, en tête officielle, émissaire d'un cabinet d'avocats représentant Suncorp. Monroe la lut 2 fois avant de parler. Ils portent plainte contre nous pour diffamation et sabotage. Ils disent qu'on a manipulé les preuves, que j'ai enterré le fût moi-même et que tout ce cirque vise à entacher leur réputation. Eleanor saisit la lettre, la relut. C'est une guerre d'usure. Ils savent qu'ils ont perdu la bataille judiciaire, alors ils veulent nous épuiser sur un autre terrain. Monroe sourit sans joie. Alors on tiendra. Les choses prirent une tournure inattendue lorsque le récit de Lily, raconté par un enseignant de son école sur un blog personnel, fut repris par un site d'information indépendant, puis viral sur les réseaux sociaux. On y lisait « Une enfant de 7 ans, allergique aux piqûres d'abeilles, a risqué sa vie pour sauver son chien policier retraité. Une ferme menacée par un géant de l'agro-industrie. Une communauté qui se relève. » En quelques jours, la ferme McAllister devint le symbole d'une résistance tranquille, d'une lutte humaine face au colosse financier. Des milliers de messages affluèrent, des dons, des lettres, des vidéos d'enfants déguisés en abeilles avec des pancartes « Sauvez Max » ou « Courage Lily ». Des vétérinaires proposèrent leur aide. Des anciens collègues de Ryan envoyèrent des témoignages de ce que Max avait accompli sur le terrain. Arrestation, sauvetage, flair infaillible. Une femme de Californie posta une vidéo racontant comment ce même chien avait retrouvé sa fille disparue en moins d'1 heure. La légende de Max s'écrivait d'elle-même. Et ce que Suncorp avait voulu écraser, le monde était en train de le hisser. Mais Monroe n'oubliait pas. Derrière cette vague de soutien, il y avait toujours une menace. Il passait ses soirées à classer les preuves, à relire les dossiers, à répondre aux avocats bénévoles qui proposaient leur aide. Il était fatigué, mais pas abattu, et surtout, il n'était plus seul. Lily, assise à ses côtés, lisait chaque ligne avec lui. « Tu sais, papy, je veux devenir avocate pour défendre les animaux. » Il leva les yeux de ses papiers, touché. « Tu ferais une excellente avocate, Lily Girl. » Quelques jours plus tard, un événement inattendu transforma définitivement leur quotidien. Une représentante de la Human Valor Foundation se présenta à la ferme. Elle tenait un petit dossier dans les mains et portait une broche en forme d'étoile dorée. « Je suis ici pour remettre une distinction spéciale à Max. Il est officiellement reconnu comme héros national canin pour acte de bravoure. » Monroe resta sans voix. Lily éclata de joie. Max, visiblement perplexe, remua la queue tandis qu'on lui accrochait une médaille légère à son collier. La représentante s'agenouilla. « Ce chien n'a pas seulement sauvé une vie, il a levé le voile sur un crime. Et pour cela, il mérite notre reconnaissance. » Un article parut dans la presse nationale. Puis une émission de télévision les invita. Monroe refusa, mais accepta qu'on diffuse une photo. Lily assise dans l'herbe, Max couché à ses pieds, les deux regardant vers l'horizon. Une image simple, vraie, inoubliable. Mais la justice, elle, avançait lentement. L'audience préliminaire contre Suncorp approchait. Monroe, désormais conseillé par une petite équipe juridique indépendante, préparait ses déclarations,
ses preuves, les témoignages. Max, remis de sa crise, restait près de lui, son regard alerte comme s'il sentait que la bataille n'était pas finie. Un matin, alors qu'ils marchaient tous les trois dans les champs, Lily demanda « Papy, tu crois qu'on gagnera ?» Il la regarda, puis observa Max. « Ce n'est pas toujours les plus puissants qui gagnent, Lily, c'est ceux qui tiennent, jusqu'au bout. » Le jour de l'audience préliminaire, le tribunal du comté de Méro était bondé. Pas de caméra, sur ordre du juge, mais une foule compacte s'était rassemblée devant les marches, brandissant des pancartes. « Justice pour Max, une ferme vaut plus qu'un profit, honte à Suncorp. » Monroe, vêtu d'un costume sombre qu'il n'avait pas porté depuis l'enterrement de Ryan, avançait d'un pas lent mais décidé. Lily marchait à ses côtés, la main dans celle de son grand-père, Max tenu en laisse juste derrière, la tête haute. Il avait insisté pour venir, et Monroe n'avait pas eu le cœur de le lui refuser. Le silence tomba dans la salle quand le juge entra. Sur le banc des accusés, Jared Crane arborait un sourire nerveux entouré de ses avocats. Le représentant de Suncorp, un homme au regard glacé, lisait des notes sans lever les yeux. Monroe s'assit derrière ses avocats, son dossier sur les genoux. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais chaque mot, chaque ligne de ce dossier était gravé dans sa mémoire. La première demi-journée fut consacrée aux motions des avocats de Suncorp. Ils tentèrent de faire invalider plusieurs pièces à conviction, d'exclure des témoignages pour des raisons techniques. Leur ligne de défense était claire, tout était une coïncidence, les fûts, vieux, mal répertoriés, la ruche, un accident malheureux, l'allergie de Lily, un tragique concours de circonstances. Monroe serrait les poings. Il réduisait sa vie, sa terre, sa petite fille, à des variables. Rien de personnel, juste des dommages collatéraux dans un jeu de pouvoir. Lorsque ce fut au tour de la partie plaignante, l'avocate de Monroe se leva. C'était une femme d'origine navajo, calme, ferme, nommée maître Carla Dennings. Elle déroula les éléments comme un fil d'acier. Les photos, les échantillons de sol, les courriels internes, les témoignages d'anciens employés. Et surtout, la pièce maîtresse, la vidéo d'une caméra de surveillance, installée autrefois sur l'une des vieilles serres jamais désactivées. Sur les images granuleuses, on voyait une silhouette verser un liquide dans la terre derrière la remise, puis recouvrir le tout. Ce n'était pas un figurant, c'était Jared Crane, en personne. Crane se leva d'un bond. « C'est un montage, une supercherie !» hurla-t-il. Mais le juge frappa son marteau. « Silence ! Je vous rappelle que ceci est une audience préliminaire et que toute tentative de troubler l'ordre sera sanctionnée. » Un murmure parcourut la salle. Suncorp n'avait plus le contrôle. Et ça, il ne l'avait pas vu venir. À la sortie du tribunal, Monroe fut assailli par les journalistes. Il leva simplement une main. « Je n'ai qu'une chose à dire. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce que des gens ordinaires peuvent accomplir quand ils refusent de plier. » Ce soir-là, de retour à la ferme, l'air semblait différent, plus léger. Lily courait dans les hautes herbes, Max sur ses talons, les deux inséparables. Eleanor et Dr Cooper étaient venus partager un repas sur la véranda. On parlait à voix basse, on riait un peu. Mais chacun savait que le procès n'était pas encore gagné. Il faudrait encore des mois, peut-être des années. Et Suncorp avait des ressources quasi illimitées. Mais Monroe n'avait plus peur. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'inattendu se produisit. Des agriculteurs d'autres États prirent contact avec Monroe. Des hommes et des femmes qui avaient eux aussi subi des pressions, des empoisonnements, des intimidations. Une coalition informelle se créa. On partageait les preuves, les avocats, les stratégies. Monroe se retrouva malgré lui à la tête d'un mouvement. Il parlait peu, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Un jour, un journaliste lui demanda « Vous vous considérez comme un activiste maintenant ?» Il répondit sans hésiter « Je suis juste un grand-père, mais quand on touche à ce qu'on aime, on découvre qu'on peut déplacer des montagnes. » Pendant ce temps, Max reprenait des forces. Ses muscles revenaient, ses réflexes aussi. Mais quelque chose en lui avait changé. Il était plus calme, plus attentif, presque en alerte permanente. Comme s'il savait que son combat n'était pas fini. Lily commença à lui apprendre de nouveaux tours, de nouveaux ordres. Un jour, elle déclara « Je crois qu'il veut continuer à servir. » Monroe sourit. « Servir qui ?» Elle répondit, le plus simplement du monde, « La vérité. » Et Max, ce jour-là, aboya doucement, comme s'il confirmait. L'été s'achevait, et avec lui un certain calme semblait revenir sur la ferme McAllister. Les inspecteurs agricoles avaient terminé leur prélèvement. Les dernières abeilles survivantes, relocalisées dans des ruches plus saines, reprenaient peu à peu leur activité.
Lily avait baptisé la nouvelle reine Hope, comme un symbole de tout ce qu'ils avaient traversé. Max, lui, reprenait son poste. Chaque matin, il faisait le tour du périmètre, reniflant le sol, s'arrêtant parfois, comme pour s'assurer que tout était enfin en ordre. Monroe le regardait faire depuis le porche, une tasse de café entre les mains, et ne cessait de s'étonner. Ce chien, qu'il avait un temps refusé d'accepter dans sa vie, était devenu le gardien silencieux de tout ce qu'il aimait. Mais les retombées du procès étaient loin d'être terminées. Le juge avait accepté que l'affaire soit portée devant un tribunal fédéral, étant donné l'ampleur des preuves et le caractère systémique de l'intimidation exercée par Suncorp. Une victoire importante et risquée, car si Suncorp perdait, le précédent juridique serait énorme. Tous les autres petits fermiers concernés pourraient à leur tour porter plainte. Des millions de dollars étaient en jeu, et Monroe savait que la partie adverse ne se laisserait pas faire. Un matin, alors que Lily s'exerçait à lire un article sur l'environnement à Max, qui, visiblement, s'en fichait royalement mais restait allongé près d'elle, la langue pendante, Monroe reçut une visite inattendue. Un homme en costume beige, lunettes rondes, dossier à la main. Il disait représenter une filiale de Suncorp, mais son ton était très conciliant, trop conciliant. « Monsieur McAllister, je viens avec une proposition à l'amiable. Une somme significative pour clore ce chapitre à l'amiable. » Monroe n'eut même pas besoin de regarder le chiffre. Il ferma le dossier d'un coup sec. « Vous pouvez le garder et le montrer à votre patron. Monsieur, vous réalisez ce que vous refusez? Des années de procédure, des dépenses, votre petite fille dessous les projecteurs. » Monroe le fixa, impassible. « Ce que je refuse, c'est qu'on achète notre silence. Ce que vous appelez un chapitre, c'est toute notre vie. » L'homme s'en alla, le visage fermé. Lily, qui avait observé la scène à travers la fenêtre, courut rejoindre son grand-père. « C'était encore un de ces gens ? » ?»« Oui, il nous propose de l'argent pour qu'on se taise. » Elle fronça les sourcils. « C'est pas ce que ferait Max. » Il sourit. « Non, et c'est pas ce que ferait ton père non plus. » Le procès fédéral approchait, et avec lui la tension. Monroe préparait sa déposition, relisait les comptes rendus, les articles, les pièces à conviction. Mais un soir, alors qu'il relisait encore et encore le rapport toxicologique, un détail lui sauta aux yeux. Un nom, un fournisseur de pesticides, localisé à 3 États de là. Et dans une ancienne boîte d'archives, oubliée derrière le poêle, il retrouva une lettre datée de l'année précédente. Un refus officiel de cette entreprise de vendre son produit à Suncorp pour non-conformité environnementale. Pourtant, ce même produit avait été retrouvé sur sa terre, la preuve d'un trafic illégal. Un élément décisif. Il transmit l'information à Maître Dennings, qui sauta sur l'occasion. Une requête officielle fut déposée pour obtenir les registres d'importation et de distribution. Et ce qu'ils découvrirent fut explosif. Suncorp avait passé commande via une société écran pour dissimuler l'origine du produit. Tout un système de détournement légal s'effondrait devant eux. Lorsque la presse en eut vent, la tempête éclata pour de bon, des sénateurs prirent nos positions. Des procureurs ouvrirent des enquêtes en cascade. Suncorp répliqua par des communiqués, des campagnes de pub, des spots télévisés larmoyants vantant leur engagement envers l'environnement. Mais il était trop tard. Le vent avait tourné, et au cœur de cette révolution inattendue, il y avait une petite fille de 7 ans, un chien rescapé, et un vieil homme déterminé à protéger ce qu'il restait d'honnêteté sur cette terre. La veille du procès, Monroe emmena Lily et Max dans un coin reculé de la ferme. Un vieux figuier y poussait, solitaire. Ryan aimait y grimper quand il était enfant. Monroe y avait enterré un petit coffret après sa mort. Ce jour-là, il le déterra. À l'intérieur, une photo de Ryan jeune, un badge de la police, une médaille militaire et une lettre. Il la tendit à Lily. « C'est ton père qui l'a écrite pour toi. Il savait qu'un jour, tu voudrais comprendre. » Elle ouvrit la lettre lentement. Les mots tremblaient sur le papier, mais l'intention était claire. Ryan lui parlait de courage, de vérité, de loyauté, et de Max, qu'il appelait « mon frère d'âme ». Lily resta silencieuse, puis elle releva les yeux. « Je vais témoigner au procès. Je veux leur dire qui est Max et qui était papa. » Monroe sentit ses entrailles se tordre. Il voulait la protéger, mais il comprit qu'elle avait grandi. Trop vite peut-être, mais droite, forte et prête. Le matin du procès, la salle d'audience fédérale de Boulder Springs était pleine à craquer. Familles d'agriculteurs, journalistes, activistes, mais aussi des agents fédéraux, des représentants d'ONG et des vétérinaires venus de tout le pays. Un silence tendu flottait dans l'air, comme celui qui précède une tempête.
Monroe entra par l'arrière, la main de Lily bien serrée dans la sienne. Max marchait à leur côté, sa médaille légère cliquetant à chaque pas, comme un rappel qu'il n'était pas un simple chien, mais un survivant, un témoin silencieux de la vérité. L'ouverture du procès fut solennelle. Maître Dennings exposa les faits avec calme et précision, présentant le cas McAllister comme le point de départ d'un système d'intimidation organisé par Suncorp. Ce n'est pas seulement un homme qu'ils ont voulu briser, ni une fillette qu'ils ont failli tuer. C'est tout un mode de vie, une indépendance, une dignité qu'ils ont tenté d'éradiquer. De son côté, l'avocat principal de Suncorp, un ancien procureur fédéral reconverti, plaida l'ignorance. Ce sont des accidents malheureux, certes, mais aucunement prémédités. Et M. McAllister, respecté vétéran, souffrirait de troubles qui peuvent altérer sa perception des faits. Une stratégie minable mais préparée. Il tentait de faire douter, d'instiller un flou. Puis vint le moment des témoignages. Des agriculteurs prirent la parole, une femme de l'Iowa qui avait vu son troupeau empoisonné après avoir refusé une offre, un homme du Kansas dont les ruches avaient mystérieusement été décimées juste après avoir dénoncé une tentative de rachat. Et enfin Monroe lui-même. D'un ton posé, il raconta l'histoire. Le comportement de Max, l'attaque, l'hôpital, la découverte du fût, l'épreuve. Il termina en posant lentement sur le pupitre un objet, la lettre de son fils, retrouvée sous le figuier. Ryan croyait que ce chien était capable de sentir la vérité. Moi, je crois que c'est ma petite fille qui a appris à l'écouter. Mais le moment le plus fort vint lorsque Lily prit la parole. Le tribunal était silencieux. Elle grimpa sur le siège des témoins, ses jambes ne touchant pas le sol, mais son regard fixé sur le jury. Max m'a sauvé. Il m'a poussé loin des abeilles alors qu'il se faisait piquer. Il m'a protégé, et il m'a appris qu'un vrai héros ne crie pas. Il agit, même quand personne ne regarde. Son témoignage, pur, vrai, sans le moindre artifice, toucha quelque chose de plus profond que les lois, l'humanité. Les jours suivants furent rythmés par les interventions d'experts. Les analyses du sol, les documents falsifiés, les mails interceptés. Chaque pièce venait s'ajouter au puzzle. Et au cœur de tout cela, la ferme McAllister, devenue malgré elle l'épicentre d'un combat national. La défense tenta le tout pour le tout. Ils appelèrent un témoin surprise. Un ancien collègue de Monroe, un vétéran reconverti dans l'agronomie, payé à l'évidence, il évoqua les troubles post-traumatiques de Monroe d'où sa méfiance envers les grandes entreprises, des épisodes où il aurait perdu contact avec la réalité. Mais Monroe resta calme. Il ne chercha pas à se défendre. Il laissa les faits parler, et lorsque Max, assis à ses pieds, posa lentement sa tête contre sa jambe pendant la déposition, l'image fit le tour des réseaux sociaux. Un chien qui, sans mots, désignait son humain, son choix. À la fin de la 2e semaine, la cour fut ajournée en attendant la décision du jury. Monroe, Lily et Max rentrèrent à la ferme. Ils avaient tout donné, ils n'avaient rien à regretter. Le verdict tomba 3 jours plus tard. Culpabilité de Suncorp sur tous les chefs d'accusation, tentative de coercition, pollution intentionnelle, mise en danger de la vie d'autrui, usage illégal de produits interdits. La Cour ordonna une amende record, une restitution complète des terres aux victimes et la création d'un fonds destiné à soutenir les fermes indépendantes affectées par les pratiques abusives. Mais ce n'était pas tout. La juge, dans un discours qui marqua les esprits, déclara « Ce tribunal reconnaît également le rôle déterminant d'un ancien chien policier, Max, dont le comportement exemplaire et la loyauté ont permis de mettre au jour une vérité que certains voulaient ensevelir. » Lily leva les bras au ciel, Max aboya et Monroe ferma les yeux. Ryan aurait été fier. La nouvelle du verdict fit le tour du pays. Des médias nationaux, des magazines environnementaux, des journaux ruraux, tous saluaient l'affaire McAllister comme un tournant, mais dans le calme de Dry Ridge, Monroe, Lily et Max vivaient ce triomphe autrement, sans tambour ni fanfare. Juste le retour d'un silence apaisant, celui qui suit une tempête qu'on pensait insurmontable. Les clôtures étaient réparées, le jardin, en friche depuis des mois, retrouvait peu à peu ses couleurs. Max dormait souvent sous le grand chêne, sa médaille légèrement ternie par le soleil, comme s'il savourait enfin la paix qu'il avait méritée. Lily passait de longues heures à dessiner, des scènes de ce qu'ils avaient vécu, mais aussi ce qu'elle imaginait. Max en super-héros, Monroe en fermier détective, elle-même en avocate portant une robe noire avec des bottes de cow-boy. Chaque dessin racontait une vérité simple. Le courage ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, il a des poils, un regard fidèle
et une cicatrice sur la patte droite. Un matin d'automne, alors que la rosée nappait les champs, un petit convoi s'arrêta devant la ferme. Un van blanc, discret, puis une voiture banalisée. Monroe fronça les sourcils, inquiet. Un homme descendit, il portait un costume sobre, une mallette. À ses côtés, une femme vêtue d'une veste de l'USPS. « Monsieur Monroe McAllister, je suis envoyé par le Bureau de reconnaissance civile. » Il haussa les sourcils. « Le quoi ?» Elle sourit. C'est une commission spéciale qui statue sur les actes de bravoure exceptionnels accomplis en dehors du cadre militaire. Et nous sommes ici pour remettre une distinction unique. Elle s'agenouilla et appela Max, qui s'approcha lentement, intrigué. L'homme sortit un petit coffret de sa mallette, à l'intérieur, une médaille frappée à la main et une plaque gravée « à Max » pour bravoure exceptionnelle, loyauté indéfectible et service rendu à la vérité. Lily éclata en sanglots. Monroe détourna brièvement les yeux. La femme poursuivit « Cette médaille n'a été remise qu'à 3 chiens dans l'histoire de ce pays. Max est désormais l'un d'eux. » La cérémonie fut brève, authentique, aucun micro, juste les mots justes, dans un chant que le monde avait voulu faire taire. Monroe invita les visiteurs à partager un café. Max, lui, retourna à sa place, sur le vieux tapis de Ryan, la médaille autour du cou, comme si de rien n'était. Il n'avait jamais rien fait pour la gloire, il avait agi parce qu'il le fallait, parce qu'il en avait le devoir. Dans les jours qui suivirent, Monroe reçut des lettres d'enfants, des poèmes, des messages de famille, de militaires. Un en particulier le marqua. Une femme de Boston, veuve d'un officier, écrivait « J'ai regardé votre histoire avec mes enfants, et pour la première fois depuis longtemps, ils m'ont demandé à quoi servait le mot « honneur ». Alors je leur ai parlé de vous, de Lily et de Max. Merci de l'avoir redéfini pour eux. » Un soir, alors que la lune baignait la ferme d'une lumière douce, Monroe sortit sur le porche. Lily dormait profondément. Max, allongé à ses pieds, leva brièvement la tête. Monroe leva son verre de thé glacé vers l'horizon. « À toi, Ryan, ton chien a fini ton combat, et ta fille plaît plus forte que je ne l'aurais jamais cru. » Il entendit alors un léger gémissement. Max avait posé la tête sur ses genoux. Monroe laissa sa main reposer sur le crâne du chien. « Tu l'as ramené à moi, vieux frère. Et tu m'as ramené à moi-même. » Le lendemain matin, le facteur déposa un colis inhabituel. Une maison d'édition jeunesse proposait de publier un livre illustré racontant l'histoire de Lily et Max. Le titre proposé « Le chien qui sentait la vérité ». Lily le lut à voix haute à Max qui écoutait en silence, la tête légèrement penchée. « Tu seras sur la couverture, tu sais ? Et moi aussi. Mais toi, t'auras un regard de héros. » Il remua la queue, comme s'il approuvait le choix artistique. Monroe hésita. Accepter de publier, c'était revivre encore, s'exposer de nouveau. Mais ce livre, ce n'était pas pour les adultes, c'était pour les enfants, ceux qui n'avaient pas encore été abîmés par les compromis. Alors il signa et envoya la première photo de couverture, Lily, Max et un champ de fleurs, là où la ruche avait jadis été détruite et où, désormais, bourdonnaient de nouveau des centaines d'abeilles. Le printemps suivant arriva plus tôt que prévu cette année-là. Les cerisiers en bordure de la ferme McAllister fleurirent d'un coup, comme si la terre elle-même voulait marquer un nouveau départ. Les ruches, reconstruites et repeuplées grâce à une collaboration entre la ville et un groupe de bénévoles apiculteurs, bourdonnaient de nouveau. Lily passait ses après-midi à observer les abeilles avec un carnet à la main, y notant leurs trajets, leurs couleurs, leurs habitudes. Elle avait baptisé chaque ruche d'un nom de personnage de livre. Max restait allongé près d'elle, alerte, paisible, comme s'il savait que, cette fois, rien ne viendrait troubler ce calme. Le livre illustré fut publié à la fin du mois d'avril. À la grande surprise de Monroe, il connut un succès immédiat. Les écoles l'achetèrent en masse. Des enseignants l'utilisèrent pour parler d'écologie, de courage, de résilience. Une adaptation en dessin animé fut même évoquée. Mais Monroe refusa toute demande commerciale. Il insista, ce livre, c'est une leçon, pas une marque. Le gouverneur de l'État fit un détour lors d'une visite de campagne pour saluer Monroe et remettre un certificat d'honneur à la ferme. Il déclara publiquement « Cette terre a prouvé que la vérité ne pousse pas dans les tours de verre, mais dans la poussière entre les sillons, entre un homme et son chien. » Monroe, un peu gêné, répondit simplement « Je suis juste un vieil homme qui a refusé de reculer. » Ce fut relayé partout, mais ce qu'il retint surtout, c'est la poignée de main du gouverneur à Lily, et les mots qu'il lui murmura « Vous êtes l'avenir de cette terre ». Un an jour pour jour après l'attaque des abeilles, Lily organisa une petite cérémonie dans le champ derrière la remise. Quelques voisins étaient là,
Eleanor, Dr Cooper, même Dewey, le shérif qui avait pris sa retraite, mais tenait à assister. Monroe avait construit une petite stèle discrète au milieu du champ, avec ces mots gravés dans le bois. Ici, un chien a choisi de se battre, une enfant a choisi de croire, et une terre a refusé de mourir. Lily prononça un petit discours, les yeux brillants. Ce champ a failli devenir un cimetière, mais aujourd'hui, il est redevenu vivant, grâce à Max, grâce à vous tous. Max, silencieux, s'assit juste devant la stèle. Et ce moment, capturé par un voisin avec un vieux caméscope, fit le tour du monde. Monroe, dans les semaines suivantes, reprit peu à peu ses habitudes. Lever à l'aube, observation du ciel, soins aux arbres, récolte précoce, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'attendait plus que les jours passent. Il les vivait, il les cultivait. Et chaque soir, lorsque Lily lisait un passage de leur propre livre à Max avant de dormir, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la paix. Un matin d'été, alors que la lumière glissait doucement à travers les rideaux, Max s'allongea à l'ombre du grand figuier. Il regarda Monroe, qui réparait une clôture, puis Lily, assise un peu plus loin, dessinant dans son carnet. Il posa sa tête sur ses pattes, ferma les yeux, et ne les rouvrit jamais. Monroe le trouva là, le souffle absent, mais le corps encore chaud. Il s'agenouilla sans un mot, caressa la tête de son vieil ami, et resta là un long moment, sans rien dire. Puis Lily arriva en courant. Elle comprit aussitôt. Elle se blottit contre Max en silence. Pas de cris, pas de sanglots, juste l'acceptation, juste l'amour. Max fut enterré sous le figuier, là où Ryan venait jouer enfant. Une pierre simple, avec une seule inscription, Max, le chien qui n'a jamais détourné le regard. Les saisons passèrent, d'autres combats surgirent, mais la ferme tint bon. Et chaque année, à la même date, Lily déposait des fleurs sur la tombe de Max. Elle avait grandi. Elle portait désormais des lunettes, parlait avec passion des droits des animaux et voulait entrer à l'université pour étudier le droit environnemental. Mais elle ne cessa jamais de dire « Tout a commencé avec un chien qui savait ». Et Monroe, chaque fois qu'il regardait l'horizon, pensait à Ryan, à Max, à cette journée où tout avait basculé. Il savait que tant que quelqu'un, quelque part, aurait le courage de se dresser, rien ne serait jamais vraiment perdu, car parfois, il suffit d'un chien pour rappeler au monde que la vérité ne meurt jamais.